Ça reste entre nous, mais on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Tout a commencé un mercredi soir. Un resto entre copines, 5 nanas à piocher dans des plats indiens. Un régal. Si ça vous intéresse, je vous donnerai volontiers l'adresse. Bref, à un certain moment, la discussion s'oriente vers mes projets en cours, mon processus de création. Et je ne sais plus trop pourquoi je lâche cette phrase que je pensais anodine. Je parle souvent à mes personnages. Là, une de mes amies me regarde avec un air navré, mais affectueux. Celui qu'on réserve aux enfants un peu lents. Vous savez, ceux qui réchauffent le radiateur au fond de la classe, en été. On ne considère pas assez la détresse des radiateurs éteints, des mois durant. Leur sentiment d'inutilité, je trouve. Je sens venir le truc du genre. Mais bien sûr, Marlène et la marmotte, mais le chocolat dans le papier d'alu. Au fait, as-tu pris tes médicaments aujourd'hui ? Et en effet, elle me demande sur un ton très pédagogique, chaque syllabe bien séparée de ses voisines. Tu sais que c'est dans ta tête, tout ça, n'est-ce pas ? Je fais sans doute une drôle de mine, parce qu'elle ajoute toujours en articulant de manière scolaire. Tu les imagines, rien d'autre. Je pourrais me récrier et lui démontrer par A plus B que si, je discute souvent avec eux. Mais j'ai assez fait de maths au cours de mes études et je ne veux pas que mon auditoire me prive de vin pour le reste de la soirée. Alors, je déballe mon air de clown et tout le monde rigole. Je me resserre en épinard et quelqu'un fait dévier la conversation sur un autre sujet. À la table voisine, une petite fille me fixe d'un œil insistant. Je tente un sourire, mais elle se détourne. Moitié irritée, moitié dégoûtée. J'ai peut-être du verre entre les dents. Le restaurateur nous fait gentiment comprendre que l'heure de fermeture approche et qu'il aimerait rentrer à la maison. On joue donc les prolongations sur le parking avec une bonne demi-heure de papotage en rab. Un dernier petit moment de chaleur amicale et tant pis pour nos orteils gelés. Je ne pense plus du tout à cette histoire de personnage lorsque je m'installe au volant de ma voiture. Moteur, marche arrière, coup d'œil de contrôle dans le rétroviseur et je pousse un cri d'effroi et tire le frein à main en même temps. Mes yeux restent scotchés au rétroviseur. Ils reflètent les contours de 3 silhouettes en contre-jour. 3 personnes assises côte à côte sur la banquette arrière. Donc c'est comme ça que tu nous vois, grince l'une des filles, sans que je puisse distinguer laquelle. Je parviens à décoller une de mes mains du volant, allume le plafonnier, il ne reste plus qu'à me retourner. Mon interlocutrice n'attend pas que je lui présente mon meilleur profil pour continuer. Comme des espèces de bouche-trous dont tu te sers à ton bon vouloir, des personnages même pas réels. Je connais cette voix et cette manière de cracher certains mots comme s'ils étaient garnis de foie de morue citronnée. Cette froideur extrême, rempart ultime pour ne pas dévoiler sa grande sensibilité. Pourtant, je le sais, si elle parle comme ça, c'est parce que je l'ai blessée. Cécile, je retire ma ceinture de sécurité pour mieux lui faire face. Effectivement, Cécile, l'héroïne d'un de mes romans, se tient toute raide au milieu de la banquette, les bras croisés, et une expression furibarde sur son visage. À sa droite, Merlin, son supérieur hiérarchique et âme sœur. Il semble d'humeur plus conciliante, mais elle s'y m'adresse un regard noir, sourcils froncés et lèvres pincées. Sa présence me rassure, 1000 fois plus que celle de la jeune rousse, assise derrière mon siège. Ellie, fruit d'un programme de clonage top secret, m'a démontré à plusieurs reprises qu'elle avait de nombreux talents inattendus. Et j'utilise le terme de talent pour être poli. La plupart vous fileraient des sueurs froides. Les manipulations mentales et mémorielles, subies dès sa prime jeunesse, n'en ont pas fait un modèle de stabilité. Elle est en train de s'amuser à dessiner de petits bonhommes sur une portion de vitre embuée, ce qui pourrait être mignon. Sauf que sous ses doigts, ils sont tous à désarticuler, yeux en X et langue pendante. Impossible de savoir s'il s'agit d'une manœuvre d'intimidation ou d'un moment d'égarement. Vous êtes tellement plus que ça, tu sais combien je vous aime, vous tous. Oui, enfin, certains plus que d'autres. Quelques-uns me fichent la trouille quand même. Soyons sincères. Il est beau ton amour. Tu t'es entendu avec ces cruches là ? À pavoiser, à faire ton auteur ? Toi aussi tu as entendu ? J'essayais de faire de mon mieux.
d'expliquer notre relation, mais personne ne me croit. Tu préfères quoi? Que je passe pour une timbrée? Qu'on me propose des vacances en cellule capitonnée? Je porte assez bien les chapeaux, mais l'entonnoir, je suis pas sûre. Ces mots, Ellie brusquement penche la tête dans ma direction, sourit de toutes ses dents avant de bâiller sans décrocher la mâchoire. Je réponds d'un ridicule petit geste de la main. Punaise, je ne sais même pas laquelle de ces multiples personnalités tient la barre dans son esprit à cet instant, mais Cécile n'en a pas terminé. Toujours des justifications, c'est trop facile, cocotte. On en a ras-le-bol, tous autant qu'on est. On en veut plus. Plus de quoi? Plus d'existence, de lumière, fini de vivoter dans l'ombre de Madame Charine. Là, je sens un soupçon de panique poindre. Juste une pincée, un petit zeste. Je cherche le regard de Merlin, qui esquive en se grattant le menton. Jusque-là, poursuit Cécile, nous avons toujours été présents pour toi. Mais à la demande, nous aimerions plus d'équité. Nous ne sommes pas des pions et de vulgaires cartes Pokémon que tu pourrais sortir à ton bon vouloir, froisser un peu puis ranger dans une boîte. Nous existons. Marlène, il serait temps que tu réalises ça pour de bon. Je le sais, Syl. Vraiment? Quand est-ce qu'on en a discuté ensemble pour la dernière fois, toi et moi? Ça fait des mois. Et c'était en catimini, pendant une de tes insomnies. Si c'est ça ta notion de l'amitié? Sa voix se brise et elle se renfonce dans son siège. Je renonce à tendre la main pour prendre la sienne. Elle refuserait ce geste, je le sais d'avance. Et Ellie essaierait peut-être de me mordre au passage. « Allez, rentre !» soupire Merlin. Il passe un bras autour des épaules de sa compagne, la serre contre lui. Je déteste le sentir en colère. Le rouge aux joues, je m'exécute. Le parking est vide désormais. Quelques graviers ricochent de part et d'autre quand j'accélère pour rejoindre la route. Mon trajet n'est rythmé que par les raies de lumière des lampadaires. Je guigne une dernière fois dans le rétroviseur en éteignant le moteur. Cécile a posé sa tête contre l'épaule de Merlin. Blotti dans son coin, Ellie reste invisible. Je lance une bêtise d'un ton qui se veut guiré. Terminus, tout le monde descend. Je montre l'exemple, claque ma portière un peu trop fort. J'attends que mes passagers sortent à leur tour. Des angoisses se font plop, comme du pop-corn dans ma caboche. Comment expliquer la présence de ces invités surprises à mon mari et à mes enfants, s'ils sont encore debout à cette heure indue? Le mécontentement de Cécile est fondé. J'ai toujours pris soin de compartimenter ma vie. Mes activités d'auteur bien séparées des autres. Les membres de ma famille n'ont jamais rencontré aucun de mes personnages. Comment vais-je pouvoir leur raconter? Merlin et Cécile sauront se tenir, discuter en individus civilisés. Mais qu'en est-il d'Ellie? Elle n'a pas l'air d'être dans un état normal, si tant est qu'un tel état existe chez elle. Malgré le froid, je commence à transpirer méchamment sous ma veste. Mes 3 guélurons me semblent pas résolus à quitter le luxe raffiné de ma vieille scénique. Ça doit discuter ferme là-dedans, échafauder des plans de bataille. Je décide de leur fausser compagnie, grimpe les escaliers 4 à 4, lutte avec mon trousseau de clés. Plus aucune lumière allumée, tout le monde dort. Un soulagement de courte durée, puisqu'une boute bloquait la porte d'entrée lorsque je la pousse. Ellie ne chose que du 36, mais elle saurait utiliser chacun de ses orteils, même le plus petit, pour me torturer ou pire. J'exhibe mon plus beau sourire, style hôtesse d'accueil sous la menace d'un pistolet. On se boit un dernier verre? Un thé volontiers. Merlin toise Cécile pour qu'elle s'aligne sur lui, plutôt que de me réclamer quelque chose qui dépasse les 35 degrés d'alcool. Après un soupir exaspéré, elle marmonne « De toute manière, je n'ai rien de plus fort que de la bière. » Ellie vient de dénicher la dernière bouteille au fond du frigo. Je n'aime pas trop qu'elle boive de l'alcool. Je n'ai aucune idée de l'effet que ça a sur elle. Pourtant, c'est elle qui effleure mon bras, tandis que je vérifie pour la énième fois que les portes des chambres au fond du couloir sont toujours closes, qu'aucun ray de lumière ne filtre au-dessous. T'inquiète pas, on va pas s'éterniser. Il y a une petite pointe d'accent québécois dans sa voix quand elle parle français. C'est charmant. Sa promesse me ravirait si Cécile n'ajoutait pas tranchante comme jamais. Pour ce soir, mais tu vas vite
nous revoir, compte là-dessus. Elle avale le reste de sa tisane avec une grimace de dégoût, croise les bras jusqu'à ce que Merlin fasse de même. Puis, ils s'en vont, à la queue leu-leu. Je referme ma clé derrière eux et me liquéfie presque. J'ai eu chaud, bon sang. Est-ce que j'ai eu chaud? Le lendemain démarre comme n'importe quel jour de la semaine. La valse des petits déjeuners, chrono en main pour que chacun soit à l'heure, à l'école ou au boulot. Mon mari lève juste un sourcil en découvrant les tasses et la bouteille vide sur le comptoir de la cuisine. La capsule pliée en forme de bateau. Il n'a heureusement pas le temps de s'attarder sur ces détails insolites. Son train l'attend. Aucun événement hors du commun à signaler sur mon trajet. Des ralentissements comme d'habitude, mais aucun passager clandestin. Je commence à me détendre et c'est tant mieux. La journée sera chargée. La matinée file avec le bouclage de quelques mandats urgents. Puis après un déjeuner sur le pouce, j'ai juste le temps de parcourir mes mails avant d'enfiler ma blouse blanche et de rejoindre le laboratoire. Une demi-douzaine de collègues sont déjà présents, bloc-notes à la main. Et ils entourent un spécialiste chargé de nous dévoiler tous les secrets d'un appareil de mesure dernier cri. Concentré sur ces données techniques, je sursaute en entendant un chuchotement presque au creux de mon oreille. Je me retourne et découvre un très long nez. Et au bout, le docteur Arnold Woodruff, le scientifique fou, eugéniste à 16 heures, qui a joué avec Ellie comme s'il s'agissait d'une souris de laboratoire. C'est pas un gentil, vous l'aurez compris. Ce qu'il est possible de faire avec aussi peu de moyens. Le dépaysement doit être complet pour lui, qui vient d'un futur alternatif. Ses recherches sont soutenues par des fonds colossaux et que dire de ces méthodes qu'il a lui-même mises au point. Mes mains tremblent si fort que mon stylo s'envole, produit une parabole parfaite suivie d'une vrille, de quelques saltos et d'autres figures moins élégantes dont je ne connais pas le nom. Contente que ça vous intéresse, Arnold. Je doute qu'il ait compris un seul mot de ma tirade. Déjà parce qu'il est anglophone et que je viens de lui parler en français. Et surtout parce que moi-même, je n'ai rien capté aux syllabes désordonnées sorties de ma bouche. Je crois qu'il manquait pas mal de consonnes. Une de mes collègues se tourne vers moi, un sourcil en l'air, et affirme que je suis drôlement pâle. Je bafouille. Pas de souci, tout va bien. Toujours en français alors que cette fois-ci j'aurais dû passer à l'allemand. Elle finit par lâcher l'affaire. Je fais semblant de me raccrocher au dernier wagon de la présence qui suit son cours. Woodruff marmonne ici et là quelques appréciateurs. Quand je pense à ce qu'il a fait subir à Ellie, mes genoux s'entrechoquent. Ce type est dingue, et le pire, c'est qu'il n'en a pas conscience. S'il me suit jusqu'à la maison, s'il découvre l'existence de mes enfants, cette pensée me tombe dessus comme une enclume, comme dans les dessins animés. Vous voyez le genre. Plutôt que de me plomber, de me couper les jambes pour de bon, ça provoque une sorte de décharge. Ciao, seringue d'atropine, défibrillateur ou shot d'adrénaline. Vous ne faites pas le poids face à une rencontre inopinée avec le docteur Woodruff. En moins de temps qu'il n'en faut, pour le dire, non le penser, je file du labo et rejoins ma voiture. Tiens, elle joue un rôle plus important que prévu dans toute cette histoire, ma pétrolette. Aucune idée de l'endroit où j'ai laissé ma blouse blanche. Peut-être dans les escaliers ou alors sur le parking. Il se peut même que j'ai roulé dessus. Pour l'instant, j'avoue que c'est le cadet de mes soucis. Je me mets à rire nerveusement, stress et soulagement, car j'ai semé Woodruff et donc échappé au pire. Mais qui sait ce qui m'attend encore ?